particuliers qui invitent à ça? Est-ce qu'il y a des styles particuliers qui invitent à ça? C'est un petit peu la question qu'on a. On sait qu'on a une capacité du sucre à préserver. On le sait très bien parce que les grands héritages des chemins historiques de la Loire restent malgré tout des sucres, si on va jusqu'au 19e siècle. Mais est-ce qu'on peut faire autre chose avec des secs et ou avec d'autres dimensions? Et comment est-ce que ça s'exprime et quels sont les terroirs? Donc c'est un petit peu l'idée de cette dernière, pour clôturer cette matinée sur le style et sur les terroirs. Donc vas-y, Damien, tu vas voir. Présenter ton domaine. Bonjour à tous, Damien Moyer, je suis le représentant de 8 générations de vignerons à Montlouis. Ce que vous goûtez là, juste pour poser après, on va parler d'autres choses. Ce que vous goûtez, c'est 1989 sur le clos de la Garenne, c'est des vignes plantées en 1905. Voilà. Les potentiels de garde, ils sont nombreux et en fait ils sont définis par rapport à ce qu'on veut faire comme style de vin à la fin. Pascaline disait tout à l'heure, il nous a été transmis beaucoup de grands liquoreux sur plusieurs décennies. Mais pourquoi on a eu beaucoup de liquoreux qui nous étaient transmis? C'est peut-être parce que à un moment donné, le Graal, c'était les grands vins liquoreux. Si sur les grands millésimes de garde qu'on a pu nous transmettre, l'objectif, ça avait été de travailler des grands secs comme on peut le souhaiter aujourd'hui, peut-être qu'il nous aurait été transmis plus de grands secs. Voilà, mais les vignerons à l'époque voyaient peut-être plus par le sucre, parce que le chenin aujourd'hui qui fait rêver tout le monde, à cette époque-là, il faisait rêver sur les grands millésimes. Les modifications climatiques, elles nous ont amené des possibilités différentes et je pense qu'elles ont changé même les potentiels de garde et les conditions de garde. Voilà, ça je pense que c'est une chose importante. Après, les façons d'aborder les vins sont différentes. À ce sujet, les potentiels de garde, ils sont variés, mais ça, c'est quand même une bouteille un petit peu old school. Aujourd'hui, on ne travaille pas tout à fait ça pareil. Quand les SO2 ne seraient pas dans les mêmes quantités, faut en tenir compte. Et je pense qu'il faut en tenir compte sur la durée. Il ne faut pas avoir peur d'en parler, il ne faut pas avoir peur d'en mettre si on veut se projeter sur des grandes durées. Parce que ça, c'est 89. J'ai tendance à croire que c'est encore aujourd'hui un infanticide que d'ouvrir ça. On a la chance d'avoir une collection qui remonte loin, très loin. Des bouteilles qui ont plus de 170 ans au domaine. Donc faut aller au domaine. Merci Damien. Thomas, different perspective. En français, hein, parfaitement bilingue. Thomas, hello. yes, can you introduce us a little bit the estate and who you are, where you're from, and then we'll go back to you and then back to you about more the wine in detail and the thematic of the bar. Okay, I am Thomas Monroe. I founded Division Winemaking Company in 2010 with my partner in the winery. Her name is Kate Norris, and we came to the winemaking background from actually taking enology and viticultural program here in France in the Beaujolais, and then after some stage in the Loire and in the Auvergne, came to Chenin and fell in love with the grape and the other cépage of the Loire. So when we started the domain, we were based in Portland, Oregon. The region that is most known for us is the Willamette Valley, where Pinot Noir and Chardonnay are the predominant grapes. But we were very interested in the grapes of the Loire, and especially Chenin and Gamay and Cabernet Franc. So we went searching for Chenin and did not find any in the Willamette Valley, but found old vines that were own-rooted, so no rootstock, in the Columbia Valley, north of Portland, on the other side of the Cascade Mountains. So the area is much more arid and has a fairly short but hot center of the season. And so this
wine we have today is from the 2018 vintage. It's called Inonde because of the soils from there are created by flood runoff from the glacial ice age 10,000 years ago or so. And so this represents a very good vintage for us where things kind of came together quite right. But it does not have sugar. We do make wine with also that has some sugar, but this particular one is our like Van de Garde sec. So yeah, we can talk more about it, I guess, soon. Yeah, we're going to continue to that, but I think very interesting to think about here. Pardon, je vous parle en anglais. Désolée, je vais switcher en français. C'est vraiment intéressant en fait. L'idée aussi, c'est de faire un contraste sur entre guillemets ces nouvelles régions viticoles avec un passé relativement récent. On part de l'Oregon. L'Oregon, c'est les années 60. Washington, c'est les années 60, 65, 70. Il n'y avait pas de vigne avant, donc on est vraiment sur la découverte, la compréhension d'une région qui a un potentiel exceptionnel. Et comment est-ce que par rapport à ça, et sur des terroirs vraiment très particuliers, donc il a parlé de la mise de la flood, un phénomène vraiment géologique remarquable, qui a créé des sols très particuliers dont il va parler. Comment est-ce qu'on construit quelque chose, comment est-ce qu'on projette quelque chose avec l'idée de construire un vin pour la garde et pour le... où il n'y a pas d'histoire. Alors qu'ici, on est quand même sur une tradition du chenin millénaire, avec une approche un petit peu différente. Et par rapport à cela, qu'est-ce que tu as commencé à en parler aujourd'hui, là, un tout petit peu avant, c'est effectivement le chenin est sans doute resté dans la région et a pu connaître le succès international qu'on lui a connu dès le XIIe, XIIIe siècle, par sa capacité à faire effectivement des vins avec des sucres résiduels et notamment avec des botrytis et des passerillages à une époque historique. Qui recherchait ça, qui avait envie de ça, où les vins étaient payés pour cela et qui a permis ce développement. Et qui aujourd'hui, on est peut-être à un moment de transition par rapport à ça. Et je pense que c'est très intéressant d'avoir ta perspective parce que tu as cet héritage historique, tu as pu goûter des choses fantastiques, tu as pu goûter des choses aussi très différentes. J'imagine qu'il n'y a pas que des liquoreux en cave chez toi. Et par rapport à ce qu'on goûte, là encore, merci de nous avoir offert un 1989, parce que c'est pas aujourd'hui, on prend ça pour un acquis, mais en fait, goûter de plus en plus de millésimes avec de l'âge, c'est quand même aujourd'hui une chance, parce que voilà, ils disparaissent au fil des ans, donc merci encore pour ça. Et par rapport à ce vin-là, par rapport à son histoire, où est-ce que tu en es, quelles sont tes pistes de recherche par rapport à, manifestement, des terroirs qui permettent de la garder? Un des gros changements dans mon travail, par rapport à l'époque de mon père, parce que pour mettre le bénéfice aux gens qui l'ont fait. Moi, je sortais de l'école en 89, donc j'ai contribué à ça, mais un tout petit peu. Mon papa a fait partie d'une génération, en tout cas chez nous, il faut être honnête, il n'y avait pas beaucoup de travail dans les vignes et sur la vigne. Il faisait beaucoup de travail sur la vigne, il avait une notion de prélèvement des raisins, j'appelle ça comme ça, de tri importante. Mais pas trop sur le végétal quand il était en place. Aujourd'hui, moi, beaucoup de vignerons en Maury, tous les vignerons en Maury, on travaille beaucoup plus sur le végétal, on en prend soin, on lui donne les conditions optimum pour arriver à un résultat. Et oui, le travail du sol, oui, les bourgeonnages, oui, les tailles plus courtes. L'objectif, ce qu'on cherche tous, c'est à mettre pour avoir des bonnes conditions de garde, à mettre le végétal dans des conditions où ils se sentent bien, en fait. Parce que c'est important. Donc on prend soin, on les taille correctement, intelligemment. Contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure sur les prix, on n'est pas sur des rendements monstrueux, même s'il en faut pour créer de l'équilibre, parce que la fraîcheur et l'acidité, il ne faut pas aller chercher des rendements énormes, mais c'est quand même important et c'est vital. 89, il y avait des rendements importants et ça a constitué l'équilibre qu'on a, parce que les acidités et les pH, là on est à 3,30. S'il y avait eu moins de volume, le pH serait envolé. Ça c'est important. C'est l'essentiel. Après hormis le travail sur les vignes, en cave, on n'a pas changé grand-chose, on ne fait rien. On essaye d'être minimaliste. On ramasse des raisins, on les écrase gentiment, doucement, longtemps. On a des pressurages sur ces vins-là qui sont entre 5 et 6 heures de pressurage à basse pression, longtemps. Et après, non, une fois en cave, on laisse faire, on ne touche à rien. On n'a pas besoin. Et
Moi, ce qui m'intéresse, c'est alors, par rapport à, une fois encore, à ton expérience et tout ça, c'est cette idée aussi du sucre de texture, mais c'est aussi le sucre de manière assez, pour moi, c'est remarquable sur les chenins d'évolution, avec beaucoup d'années d'âge. Le sucre est aussi un porteur aromatique. C'est-à-dire que des chenins qui ont peut-être un petit peu plus de sucre résiduel, qui ont 30, 40, 50 ans, tendent à avoir des aromatiques peut-être un tout petit peu plus... une gamme aromatique plus large que des chenins sur les secs de l'époque, et tout en gardant des textures vraiment propres à leur style. Aujourd'hui, par rapport à ton travail, par rapport au vin que tu fais, quelles sont les cuvées que tu veux emmener, voilà, sur les 40-50 ans, et comment est-ce que tu les réfléchis? Tu dis que, mis à part pas grand-chose à la cave, mais j'imagine que tu as quand même une réflexion par rapport à des endroits particuliers ou des choses particulières qui te font dire que tu vois ce vin-là, ça peut être porté, et on est dans un autre style de vitiviniculture. Vous comprenez la question? C'est un peu compliqué, je suis un peu fatiguée. Elle est intéressante, mais elle est difficile. La réponse, elle est difficile. Moi, je travaille je n'affecte jamais une parcelle à un style de vin d'une année sur l'autre. C'est vraiment du ressenti. Ouais, c'est vraiment ça, c'est du ressenti. À un moment donné, j'ai un style de raisin et je vais l'emmener. Je suis un peu embêté là-dessus. Parce que, évidemment, je travaille dans la projection. Mon père jurait par des vins, pour lui et pour beaucoup, c'était des sucres. Aujourd'hui, on les fait plutôt sur des secs et même sur des vins de base pour faire des bulles. Donc, on essaye de faire monter les maturités, mais de ne pas laisser monter les pH. C'est presque ma seule. C'est là où je cherche, où j'essaye d'aller. C'est vraiment mon leitmotiv. Après, faut pas être embêté. C'est simplement, c'est intéressant. Et en fait, il y a une notion. C'est pas une parcelle pour tel style de vin. On en revient à ça, en fait. C'est ça qui est très intéressant. Après, incontestablement, oui, voilà. il est très à l'aise sur des sucres, mais les équilibres qu'on peut avoir sur des millésimes moins riches, on peut avoir des constitutions sur des secs et rester sur des aromatiques puissantes et riches, même dans cette époque. Même en sec. Bien sûr, ouais, non, mais c'est une question pas de mode ou de culture. On a parlé des liquoreux et c'est une ouverture sur l'histoire. Une histoire de 30 ans, mais l'histoire, tu parlais de 12e siècle, 13e siècle, les sucres dans le chenin, ils ont toujours été là. Donc ça, c'est important. Ils sont beaucoup moins à la mode aujourd'hui. On devrait y revenir, je trouve. Voilà, parce que les demi-secs ont un potentiel, et là on peut en parler avec l'appellation Don Louis, et les équilibres même en liquoreux, en moelleux, extraordinaires. Ils ont un potentiel fabuleux, gastronomique, et ça, faut vraiment en être convaincu. C'est quand même une chose quand même qui rentre pas dans les mœurs, et pourtant je trouve ça génial. Et surtout, les vignerons aujourd'hui, avec les questions qui se posent par rapport à ce moelleux, ce liquoreux old school, comme tu dis, je trouve que ça peut avoir une place en gastronomie, surtout vu l'ouverture gastronomique qu'on a aujourd'hui, avec les épices et avec plein de choses. Donc ça, c'est à redécouvrir, incontestablement. Voilà. Et après, ce qui est marrant, c'est de rebondir sur les secs et de se dire, bah tiens, aujourd'hui, on fait moins de moelleux ou de liquoreux et on fait des secs. Et ben c'est très bien, parce que les secs, ils vont pouvoir se garder, puisqu'en fait, c'est un peu la thématique, parce que je pense que les secs ou les moelleux qu'on fait aujourd'hui avec beaucoup moins de soufre, qui plus est, vont arriver à se garder, parce que justement, vous travaillez plus dans les vignes, vous travaillez plus dans le souterrain, vous travaillez plus dans le terrien, vous travaillez plus sur les équilibres de la vigne, donc qui plus est sur les équilibres du raisin. Ça, c'est un vin qui est plus, enfin, c'était des vins qui étaient plus tenus avant, alors qu'aujourd'hui, vous avez moins à tenir vos vins, je pense, et ils s'ouvrent plus sur une grande complexité. Voilà. Et les secs aussi, au demeurant. Aujourd'hui, on affecte plus facilement les beaux raisins pour faire des secs. Avant, on les limitait pas, mais on les emmenait, on les privilégiait plutôt pour faire des liquoreux. Donc, on n'a pas toujours les raisins optimum sur les secs. Ouais. C'est très important, ça aussi. C'est une autre culture du sec par rapport à la qualité des raisins. Ouais. Non, c'est pas par défaut.